Et je me suis dit, bon, bah, au bout d'un moment, soit je regarde les trains passer, soit je saute dans le train, quoi. Donc je me suis donné la chance de pouvoir prendre le temps de tenter l'aventure, quoi. Vraiment, c'était ça l'idée, c'est de me dire, bon, bah, je sais que ça va être difficile, ça va probablement pas marcher dès le début, mais je tente l'aventure, photo, vidéo, c'est ce qui me fait vibrer, let's go. Et j'ai tendance à me dire que je préfère me donner une chance, quitte à ce que ça marche pas du premier coup, plutôt que d'avoir des regrets, quoi. À bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Sauter dans le train plutôt que de le regarder passer. Aujourd'hui, je vous amène à Jacksonville Beach, en Floride, à la rencontre de Pierre Bloom. Pierre, c'est un créatif passionné qui nous vient tout droit de Toulouse et qui a donc sauté dans le train de l'aventure américaine avec une conviction : mieux vaut essayer, quitte à échouer, que de vivre avec des regrets. Il est photographe, vidéaste, créateur de contenu et surtout conteur d'histoires. Et il a trouvé dans son compte Instagram Oui Oui Baguette une manière très singulière de garder le lien avec la culture française tout en s'immergeant dans le quotidien américain. Aujourd'hui, on va parler de ses débuts dans la photo, de sa réinvention professionnelle aux États-Unis, de la construction de sa communauté en ligne et de ce qu'il appelle son American Dream à sa façon. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti, direction la Floride. Je m'appelle Pierre, j'ai 30 ans, je suis français, originaire de Toulouse, et je vis aux États-Unis depuis maintenant 1 an et 3 mois, en couple avec une Américaine depuis 7 ans maintenant, et on a décidé donc il y a 3-4 ans d'entreprendre les démarches pour pouvoir revenir aux États-Unis, et donc me voilà ici maintenant, installé de façon permanente à Jacksonville Beach, et avec un pied en France toujours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Alors justement, ton pied en France sur les réseaux sociaux, par exemple, moi je t'ai rencontré par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Plusieurs auditeurs et auditrices m'ont parlé de ton compte, en disant mais quand est-ce que tu reçois Pierre ? Ton compte a un nom qui m'a beaucoup fait rire parce que c'est un peu ce que les Américains te disent quand ils te font « Oui, je sais parler français, oui, oui, baguette ». Donc comment est né Oui, oui, baguette ? Et puis surtout, pourquoi ce nom ? Ouais, c'est une bonne question et c'est une question que je me pose aussi. En fait, en arrivant aux États-Unis, je pense que comme beaucoup de gens, on se rend compte que la culture est différente. Évidemment, il y a la barrière de la langue, etc. Et le parler français me manquait beaucoup. Interagir avec des Français, parce que outre la langue, c'est une culture qui est complètement différente. J'étais toujours attiré vers la création audiovisuelle, que ce soit la photo, la vidéo, c'est ce que je faisais comme métier avant de venir aux États-Unis. Et je me suis dit, ça manque de créer, ça manque de parler français, ça manque d'interagir avec cette culture que je connais tant et cette façon de penser que je connais tant. Je vais me faire un petit compte sur les réseaux sociaux pour partager un peu mes découvertes, comme beaucoup font déjà. Mais au début, je me suis pas posé la question de est-ce que ça allait marcher ou quoi. Et je me suis dit, il faut trouver un nom un petit peu rigolo qui résonne auprès des anglophones et des francophones. Et c'est vrai que quand un anglophone, on lui dit « Oui, je suis français », il va faire « Oh, j'adore Paris, oui, oui, baguette ». Et forcément, je me suis dit « Bon, oui, oui, baguette, let's go, quoi, c'est marrant. » Trop bien. Mais non, je ne suis pas boulanger. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis boulanger, mais non. C'est vrai. Mais justement, alors donc tu disais ça te manquait aussi de parler français, de créer. Tu faisais quoi en fait ? Ça ressemblait à quoi ta vie avant de partir aux États-Unis ? Donc avant de partir aux États-Unis, je dirais que ma vie était un peu toujours créative. J'ai fait un peu d'études, j'ai fait une fac d'anglais qui ne m'a pas du tout appris à parler anglais. En fac d'anglais, on n'apprend pas la langue. Non, pas vraiment. C'est un peu c'était un peu par défaut, quoi. J'étais bon en anglais, donc je me suis dit, allez, allons-y, quoi. Mais j'ai fait juste 1 an. J'ai pas fait beaucoup d'études. Encore une fois, j'ai toujours aimé créer de l'image, raconter des histoires, que ce soit la mienne, celle des autres. Et donc, naturellement, en rencontrant Lizzie, donc ma compagne, je me suis dit, bon, elle avait une mentalité très américaine en mode, ah, mais t'aimes la photo et la vidéo ? Ok, vas-y, fais-en ton métier, quoi. Et moi, je me dis, non, j'ai 22 ans.
je peux pas, quoi. J'ai pas fait d'études là-dedans, ni rien. Et donc, elle m'a un peu poussé, et je me suis poussé aussi. Et je me suis dit, bon, bah, au bout d'un moment, soit je regarde les trains passer, soit je saute dans le train, quoi. Donc, je me suis donné la chance de pouvoir prendre le temps de tenter l'aventure, quoi. Vraiment, c'était ça l'idée, c'est de me dire, bon, bah, je sais que ça va être difficile, ça va probablement pas marcher dès le début, mais je tente l'aventure photo, vidéo, c'est ce qui me fait vibrer, let's go. Et j'ai tendance à me dire que je préfère me donner une chance, quitte à ce que ça marche pas du premier coup, plutôt que d'avoir des regrets, quoi. Et donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans, je pense. Et tu l'as fait comment alors? C'est là que tu étais photographe de mode Alors, en fait, au début, ça commence simplement par qu'est-ce que j'aime faire? Bon, bah, j'aime prendre des photos, donc je prenais des photos un peu de tout et n'importe quoi. Des amis, de la famille, moi-même, je buvais un café, je prenais une tasse Enfin, je prenais une photo d'une tasse à café, enfin, vraiment de tout et n'importe quoi. Mais c'est un moyen de déguiser son œil et puis aussi voilà, de se familiariser avec le côté, ben ouais, je le fais régulièrement. Et après, j'ai eu une première opportunité, je crois, de faire des photos pour un mariage. Très difficile comme première opportunité parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Mais donc, j'ai fait ça. Et puis, une ou deux personnes dans notre entourage qui nous font confiance. Donc, un petit projet par-ci, par-là. Et en fait, j'aimerais dire que ça a décollé petit à petit. Mais en fait, de mon point de vue, ça n'a jamais vraiment décollé, même au bout de 4 ans. C'est pas un regret dans le sens où j'ai aucun regret d'avoir tenté l'aventure, mais j'ai un peu une amertume de me dire que la première année, on n'est pas bon. Les gens nous soutiennent, mais c'est par charité presque en disant allez, je vais l'encourager, quoi. Mais foncièrement et techniquement, j'étais Ouais. OK, quoi. Après, je pense que oui, en effet, surtout vers la fin, avant que je vienne aux États-Unis, je considère avoir été bon. Preuve en est, j'ai bossé avec de beaux clients quand même. Et malgré tout, j'ai jamais réussi à en vivre convenablement. Tu payes ton loyer et c'est fini, quoi. Et donc, après, la faute à qui, à quoi, ça, je ne sais pas. Mais j'avais hâte de partir vers autre chose pour me donner une chance dans un autre environnement, quoi. Et puis tu as des talents cachés, on a parlé de la photo, il y a le breakdance aussi. Ouais, 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 tu bah ne alors nous dis talent pas bien tout, Pierre. caché. Ouais, c'est marrant parce que je disais ça en story la dernière fois. J'ai mon petit quart d'heure chaque année où je me dis ah, ça me manque quand même. Et j'en ai fait ouais, pendant 15 ans. Et ça restera toujours au fond de moi, mais des fois ça ressurgit le temps d'une story, quoi. Alors, revenons à ton arrivée donc aux États-Unis. Tu le disais, vous êtes en couple avec ta compagne depuis plusieurs années. Vous décidez, bon, on a bien envie d'aller s'installer aux US. Elle vient de Floride aussi? Ouais, né à Jacksonville Beach, donc là où on D'accord. habite. Faut dire qu'à la base, on se tâtait entre Los Angeles et New York. Tu te dis, ah, c'est un peu comme si un Américain venait en France et se disait, bah tiens, je vais à Bordeaux ou à Paris, et il atterrissait à Tourcoing, quoi. Tourcoing, c'est très bien, hein, je critique Oui, pas, coucou les mais gens de c'est un Tourcoing. peu coucou les gens de Tourcoing. Donc ouais, Jacksonville Beach parce que c'était beaucoup plus simple au final. Et puis moi, faut dire que j'ai vécu des choses qui m'attiraient de moins en moins à Los Angeles. Ensuite, New York, why not? Et on y pense toujours éventuellement, mais on s'est dit, ce sera beaucoup plus simple d'arriver dans un endroit où la vie est pas chère, où on a de la famille, où le cadre de vie est agréable. On se met pas de stress, on se pose et on verra. Et au final, ça fait un peu plus d'1 an. D'accord, et pour l'instant, heureux. Pour l'instant, très heureux, ouais. Tu connaissais un petit peu les US avant de venir t'y installer? C'était quoi tes premières expériences, tes premières confrontations à la réalité américaine avant de venir poser tes valises? Et ben, la première fois que j'ai mis les pieds aux États-Unis, c'était en fin 2018. Fin 2018, et je dirais que... Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que je suis un expatrié aux États-Unis, mais j'ai jamais eu l'appel des États-Unis, quoi. Je sais qu'il y a énormément de gens qui en rêvent. Qui en Et moi, rêvent. pour le coup, je me disais toujours, ah ouais, pourquoi pas un jour partir en voyage à New York, j'en sais rien, mais c'est tout, quoi. Et donc, j'y suis allé avec un regard complètement neutre, sans attente particulière. Et c'était plutôt une bonne surprise. Je pense que plus sur le côté culturel, c'était complètement différent de ce que je voyais à Toulouse, parce qu'après, même en Europe, j'ai voyagé un petit peu, mais pas plus que ça. Donc, première visite aux États-Unis en 2018. Le cerveau qui fatigue très très vite à cause de la langue. Ça, c'est un truc, je me souviens 2 fois où t'en as carrément mal au crâne parce que j'étais entouré que d'anglophones, quoi.
Quand tu vas avec ta famille, tu parles français, mais quand tu vas Bien sûr. seul ou avec ta copine ou quoi, qui est américaine, là, c'est autre chose. Mais dans l'ensemble, ouais, quand même, je dirais un peu une... Tu vois, j'ai un peu ouvert les yeux sur ah, mais en fait, les choses se passent différemment ailleurs, quoi. Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière parce que tu disais j'ai vécu un truc à Los Angeles qui m'a pas donné envie d'y aller. Tu veux en parler ou pas? En fait, j'ai donc un ancien meilleur ami qui habitait à Los Angeles, lui, depuis maintenant, ça doit faire 10 ans, je crois. Et en fait, la première fois que je suis allé là-bas, ouais, un Français qui a gagné sa green card via la loterie. Donc, comme quoi, ça n'arrive pas qu'aux autres. On s'est pas mal rapprochés parce que, donc, Français aux États-Unis, tu vas à Los Angeles, tu te dis, tiens, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, let's go. Et oui, en fait, de fil en aiguille, Los Angeles, c'est quand même une ville où les gens se battent pour leurs projets. Et puis, tu as quand même une pression, je pense que tu n'as pas, par exemple, à Jacksonville Beach, qui est une pression financière, pression de réussir. Et donc, au final, c'était quand même un bon argument vente pour moi pour partir à Los Angeles, de me dire, bah tiens, j'ai un meilleur pote là-bas, quoi. Puis des projets communs, etc. Et au final, après avoir passé pas mal de temps là-bas, tu te rends compte que des fois, tu as une vision très différente. Ça peut parfois mener vers des embrouilles, des trucs comme ça. Et donc, bon, tu relativises un peu et tu dis, OK, en fait, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai envie, moi, ou est-ce que j'y vais parce que j'ai l'impression que c'est là où il faut que j'aille, quoi. Et donc, au final, pas de Los Angeles. Et je regrette pas du tout parce que c'est un endroit que j'adore, mais en vacances. Mais c'est vrai que ce que tu dis par rapport à ton ami, alors je sais pas ce qui s'est passé précisément, mais c'est une réalité qu'on a peut-être presque tous rencontrée. En fait, il y a les potes avec qui on est content de se retrouver, puis il y a les potes avec qui on peut partir en vacances. Enfin, partager le quotidien, c'est pas pareil en fait. On n'est pas compatible avec tout le monde, même si on adore les gens sur d'autres terrains, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je pense qu'il y a surtout... bon, là, sans rentrer trop dans les détails, hein, et puis encore une fois, pour moi, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. C'est des points de vue qui sont différents et une façon de gérer une situation donnée qui est différente. Mais le gros du truc, c'était aussi que, bon, je pense, surtout quand tu pars à Los Angeles et que tu es dans le milieu... Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas parce qu'ils sont artistes, que tu sois acteur, que tu sois chanteur, que tu sois danseur, j'en sais rien. Beaucoup de gens vont là-bas pour accomplir leur destinée percer, quoi. et réaliser leurs rêves, quoi, et percer. Et je pense que ça te met une pression et inconsciemment, de un, es prêt à tout et de deux, tu prends beaucoup de risques et tu prends surtout le risque de parfois négliger certaines relations sociales, que ce soit avec des amis de longue date, de la famille. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé et je me dis, j'ai pas envie, moi aussi, d'être victime de cette pression-là, quoi, il faut réussir à tout prix parce que j'ai pas le choix, quoi. C'est bien d'avoir une pression et une motivation au quotidien qui te force à te bouger un peu et te dépasser, mais il faut que ce soit fait dans le bon cadre et selon moi, c'était pas pour moi. Alors, parlons un petit peu de ton arrivée ici. Donc, tu le disais, tu n'as pas particulièrement rêvé de venir faire ta vie aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des gens qui en rêvent pendant de nombreuses années, qui sont un peu même biberonnés à la culture US, en fait, depuis qu'ils sont tout petits, par les séries, les fringues, les artistes, les chanteurs, enfin bref, le ciné, etc. Toi, tu es arrivé et tu as eu envie, en fait, de ce que je comprends, et tu me dis si je dis des bêtises, à la fois ça te manque de parler français et de créer, etc. Mais en même temps, d'avoir une certaine rupture un peu avec ta vie d'avant et de te réinventer. Est-ce que tu veux me raconter un peu comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça. C'est un peu bipolaire dans le sens où tu as ce besoin de garder un contact avec la culture française, mais d'un autre côté, tu as envie de découvrir du nouveau. Je pense que, et c'est un peu ce que j'essaie de humain, traiter. Ouais, bien sûr. Mais c'est un peu ce que j'essaie de traiter sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, je dirais que plus sur le plan professionnel, c'est vraiment professionnel et culturel, évidemment, dans l'état d'esprit. Les États-Unis m'ont ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses. Et encore une fois, c'est pas que la France, c'est pas bien ou quoi que ce soit, parce qu'on entend aussi beaucoup de gens qui disent « Ouais, vous voyez, la France, c'est nul, aux États-Unis, c'est mieux. » Je pense qu'il y a du mieux et du moins bon dans chaque endroit. Mais le mieux que tu découvres aux États-Unis, il fait quand même vachement plaisir, quoi. Et c'est surtout le côté ouvert des gens. Ouais, le côté vraiment ouvert de la plupart des gens.
Je dirais qu'ici, en fait, tu te sens pas jugé. Et en tant que Français, moi, le premier, je vais avoir tendance à avoir une opinion sur tout. Je suis quelqu'un avec... j'ai énormément d'opinions sur beaucoup de choses. Je suis quelqu'un de très passionné. S'il y a un truc que je trouve... voilà, qui, moi, ça me parle pas. Je trouve ça bizarre ou quoi. Je vais être un peu fixé dessus. J'essaie d'y travailler, d'ailleurs. Mais en France, on a tendance, oui, à avoir une opinion sur beaucoup de choses, à vouloir exprimer cette opinion en plus. Alors qu'aux États-Unis, les gens vont tout simplement t'écouter et te dire « Ok, cool, trop bien ». Et parfois, ça peut être un frein parce que si, bon, c'est bien d'avoir des gens qui te disaient « Mais en fait, ton projet il est un peu bancal, réfléchi ». Mais dans l'ensemble, je pense qu'au quotidien, c'est quelque chose qui te pousse à aller de l'avant quand même et qui te motive plus qu'autre chose. Les gens n'ont pas peur de partager. Là, je vois, en ce moment, je suis en train un peu de faire un shift professionnel. Et il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent « Bah oui, si tu veux, on va se boire un café, on se rencontre, on fait ci, on fait ça. » Et si je compare à la France, voilà, j'étais photographe, sans forcément mettre le couteau sous la gorge aux gens en disant « Bah écoutez, venez, on bosse ensemble, vous me payez tant, etc. » Tu demandes aux gens « Est-ce qu'on peut se rencontrer ? J'adore votre vision créative, je veux qu'on échange et qu'on crée quelque chose ensemble. Si ça découle sur un projet payant, cool. » Et en fait, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Je pense que, encore une fois, c'est pas une réalité pour tout le monde, mais pour moi, en tout cas, je ramais, quoi. Je ramais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, les gens te donnent une chance, sont intéressés. Ça ne veut pas dire que tu vas signer un contrat, mais tu te sens écouté, quoi. Et ça fait beaucoup de bien. C'est vrai. Mais d'un autre côté, il y a cette culture aussi, je me permets de me faire l'avocat du diable, mais je suis complètement d'accord avec toi sur cet enthousiasme en fait qui est très porteur, qui est finalement, tu sais, l'expression des gens qui sont slasheurs, qui tentent en fait plusieurs aventures professionnelles, les unes à la suite des autres ou en parallèle. C'est très commun ici et c'est très encouragé aussi. Enfin, ça choque personne et on t'encourage et c'est cool. Mais d'un autre côté, quand tu dis réussir à aller prendre un café, à aller échanger des visions créatives, etc., je trouve que c'est dur aussi parce que les gens te disent pas non. Enfin, tu vois, des fois, tu sors d'un rendez-vous dans une autre vie. J'étais dans les ventes en B2B. Et des fois, tu sors d'un rendez-vous en disant ça s'est bien passé, on a bien connecté, etc. Mais en fait, il n'y a pas forcément de suite. Et c'est dur à lire, en fait, avec nos codes latins où on est vachement plus, j'allais dire, presque connecté à nos émotions. Tu vois, je veux dire, si tu te fais chier pendant le rendez-vous, ça se voit. Et puis, bon, bah, c'est plié, tu vois. Mais bien sûr, et c'est vrai que c'est un point qui revient souvent. Le côté aussi où les gens vont te dire ah ok, trop bien, ouais, carrément, on se capte. Et en fait, il va jamais rien se passer, quoi. Mais ça, moi, je me dis, bon, en fait, mon ratio, si tu veux, de réponse par rapport aux demandes que je fais, bah, il est quand même mathématiquement plus haut ici, parce que je me dis, bon, bah, tout ce que je peux prendre comme connexion, j'y vais. Sur 10 personnes à qui je vais dire, écoute, ça me ferait plaisir qu'on aille se boire un café pour discuter d'un projet. Certes, il y en a... Les 10 vont me dire, ouais, pas de problème, envoie-moi un message. Sur les 10, il y en a peut-être que 5 avec qui je vais vraiment aller boire un café pour discuter d'un projet pro. Mais, tu peux dire, en France, sur ces 10-là, j'en avais 0, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que c'est pénible et c'est usant parce que, je prends un exemple, il y a un mec à la salle de sport où je vais, il avait besoin de contenu et donc, vu que c'est dans ma veine, bon, bah, je lui dis, écoute, si jamais ça t'intéresse, moi, je peux t'accompagner là-dessus. Le mec me dit qu'il est chaud, quoi. Moi, maintenant, j'ai compris un truc, c'est que je laisse les gens venir vers moi, je leur dis, ok, moi, je peux t'apporter ça. Quand t'es chaud, tu m'envoies un mail, je te fais signer un contrat et on y va. Et le mec, à chaque fois qu'on se voyait, il me disait, ouais, il faut que je te fasse ci, il faut que je fasse ça. Et en fait, ça traîne jusqu'au jour où on a même pris un rendez-vous, c'était prévu. Finalement, ça s'arrête, etc. Moi, j'ai appris à lâcher prise sur ce genre de choses. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah, le mec, il a mon contact, je le vois et il m'en reparle. Je lui dis, ouais, ok, t'as mon mail. Et en fait, j'attends et si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, tant pis. Tu laisses les gens revenir vers toi, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et puis, je me concentre sur ce qui marche. Le reste, je le garde je regarde dans le rétro et puis c'est tout, quoi. Et alors justement, tu nous parles d'un shift professionnel. Est-ce que tu peux nous raconter vers quoi tu t'es lancé quand tu es arrivé? Et puis là, donc ça fait un peu plus d'1 an que tu es ici et tu es encore en train de te réinventer. Raconte-nous un peu. Parce que du coup, qu'on sache de quoi tu parles. Moi, je sais un petit peu. Bien sûr, ouais. Bah après, il y a quand même un dénominateur commun entre tout ce que je peux faire qui est créer du contenu, que ce soit photo, vidéo, et raconter une histoire. Après, raconter une histoire, ça ne veut pas dire écrire un roman, hein. C'est juste
j'ai une idée à partager, je la mets en image pour que les gens comprennent ce que j'essaie d'exprimer. Et donc, en arrivant ici aux États-Unis, au début, j'avais vraiment besoin de faire une vraie coupure de beaucoup de choses. Donc, en fait, pendant 6 mois, j'ai travaillé en tant qu'homme à tout faire dans une maison. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est un petit exemple, mais aux États-Unis, il ne faut pas oublier que les gens ont quand même beaucoup plus de moyens. Donc, il y a une population de gens aisés qui est beaucoup plus élevée qu'en France, je pense. Et en fait, par bouche à oreille, j'ai rencontré ces gens. Donc, c'est le PDG d'une très très grosse boîte d'engins de chantier. Vous pensez à une marque d'engins de chantier, ben, c'est eux. Et en fait, ils habitent ici à Jacksonville Beach. Et donc, ils cherchaient quelqu'un pour faire un peu de jardinage, bricoler des trucs à droite à gauche, nettoyer des statues. Et j'ai dit oui parce que c'était très bien payé. C'était $35 de l'heure. Donc je me suis dit, bah écoute, j'y vais, il n'y a pas de souci. Et ça m'a fait du bien d'utiliser mes mains, de faire quelque chose où j'avais pas trop besoin de réfléchir. Donc j'ai fait ça pendant 6 mois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, nettoyer des statues sous 40 degrés, ça va un moment. Mais je regrette absolument pas, c'était très bien. Et donc j'ai trouvé un job en tant que, là en ce moment, je suis social media manager et créateur de contenu dans une agence de marketing digital. Je suis 100% à distance, donc ça c'est un gros plus aussi. Je suis pas à temps plein, donc j'ai pas mal de temps pour moi aussi. Donc ça m'apporte une bonne base financière et beaucoup de temps libre surtout, et une liberté de mouvement qui pour moi a énormément de valeur, plus qu'un salaire très élevé ou quoi que ce soit. Si je peux travailler d'où je veux, quand je veux, c'est vraiment, c'est vraiment super important pour moi. Et là, par contre, au bout de bientôt 1 an passé dans cette boîte, je me rends compte que ma vision créative, voilà, elle est un peu freinée. Et je me dis, bon, ben, j'ai commencé mes réseaux sociaux Oui Oui Baguette il y a 8 mois, je crois, maintenant. Et ça marche bien. Et en fait, j'arrive à implémenter des stratégies qui fonctionnent. J'arrive à exprimer mes idées et faire en sorte qu'elles soient entendues par une audience, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Moi, j'estime que tout le monde a un message, tout le monde mérite d'être entendu. Tout le monde a une voix et une façon de penser qui mérite d'être comprise. Mais malheureusement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne savent pas par où commencer. Et c'est un peu mon calling, comme ils disent ici, quoi. J'ai besoin d'aider, que ce soit moi ou d'autres personnes, à bien faire les choses pour qu'ils ne parlent pas dans le vent, quoi. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, en rencontrant des gens à droite à gauche qui m'ont un petit peu conseillé, je me suis dit, bon, bah, ce serait peut-être pas mal de me lancer à mon compte pour accompagner que ce soit des entreprises, donc notamment là, un business dans le B2B. Parce que pareil, le B2B, je pense, ils sont souvent un peu mis à l'écart parce que ça paraît pas très intéressant. Mais ils ont pourtant des besoins aussi, donc pourquoi pas. Donc que ce soit des gens dans le B2B, des marques, des particuliers aussi. Et donc là, je suis un peu en train de modeler tout ça et de le structurer. Mais d'être aux États-Unis, ça fait du bien parce que on te dira jamais non, ça va pas marcher, quoi. On va plus te dire ouais, bonne idée, dirige-toi vers ci, vers ça. Et puis-je vous demander maintenant de bien vouloir répondre aux questions qui vont vous être posées? Oui, avec plaisir. Question pour un champion. À toi de jouer, Jeannot. Alors, avant de revenir à ton parcours, je te propose qu'on fasse une petite pause de Fire Questions. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Oui, ouais. Donc, l'idée, c'est tu réponds rapidement, spontanéité, et on va s'intéresser aujourd'hui aux clichés entre la France et les États-Unis. Et Okay. tu sais qu'il y en a beaucoup. Ouais, je crois. Première question, j'allais dire facile, mais tu fais ce que tu veux. Oui, oui, baguette. Croissant, États-Unis ou français ? Oh, français. Évidemment. Est-ce que les Américains comprennent-ils vraiment la baguette française ? Non. Tu peux trouver du bon pain aux États-Unis, mais ce sera jamais la même chose. C'est très bon, c'est comme les viennoiseries, tout ça. Parfois, tu vas en trouver qui sont bonnes, mais c'est jamais pareil selon moi. Ou alors, c'est très très rare. En France, on râle. Aux États-Unis, on... Aux États-Unis, on entend, mais on n'écoute pas. Ah ouais ? Comment ça ? Ouais, je trouve que... Bah, encore une fois, tout le monde va te dire « Ouais, trop bien », etc. Les gens vont t'entendre, mais ils vont pas écouter et rentrer dans le fond du propos, quoi. Pas tous, c'est pas une généralité, mais dans l'ensemble... Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et tu vois, c'est un truc au début, moi, je trouve qui est un peu déroutant. Tu sais, quand tu rentres dans les magasins ou tu vas à Starbucks, machin. « Hi, how are you doing today ?» Tu te dis, mais
Si je te dis que ça va pas aujourd'hui, t'en fais quoi de ma réponse? Et Ils s'en oui, foutent en c'est fait. ça. C'est genre, c'est En fait, c'est la forme, une la salutation, forme, quoi. la forme, mais le fond, pas toujours là, quoi. Ouais, c'est ça. Un truc que tu adores chez les Américains, mais qui rendrait fou un Européen ou un Français, par exemple. Oh là là, c'est dur. Attends, parce que du coup, des trucs que j'adore chez eux, il y en a plein, mais qu'en France, on n'aimerait pas. Moi, je vais te donner mon exemple si tu veux, si ça peut t'aider. Vas-y. Ouais. Au début, c'est un peu ce qu'on appelle un acquired taste. Au début, ça me rendait un peu dingue, mais c'est les serveurs qui viennent te voir toutes les quelques minutes pour voir et ça va bien et ça machin. Puis au début, t'es bon, c'est bon, vas-y, je te donnerai ton pourboire, laisse-moi tranquille un petit peu. Mais quand tu reviens de quelques semaines en France où tu dois te battre pour passer une commande en terrasse ou pour qu'on t'amène l'addition alors que t'as fini depuis 3/4 d'heure, et le service américain, des fois, ça manque un petit C'est peu. vrai. Mais c'est bien, ça m'a donné, du coup, ça m'a donné une bonne idée. Et c'est vrai, je Ouais. suis d'accord. Mais je dirais, la réponse, c'est le côté déstructuré ou alors pas aussi à cheval sur. Tu vois, t'es aux États-Unis, s'il est 17h et que t'as faim et que t'as envie d'aller au resto, t'y vas et tu manges. Point barre. Alors qu'en France, on est trop en mode. Et puis, ça choque personne à 17h en plus. Je l'ai vu plein de fois et ça me rend zinzin. En fait, je me dis, j'ai des amis, tu vois, on est en ville ou quoi, et je leur dis, ah les gars, on va manger. Bah non, il est 17h, il est 18h30, tu vois, c'est pas l'heure. J'ai dit, mais il n'y a pas d'heure, si t'as faim, tu vas manger, quoi. Alors que les États-Unis, ils vont pas, ils se disent, bah juste. Et puis, les restos sont pas ouverts en France. Ouais, mais même 18h30, par exemple, les restos, la plupart sont ouverts. Et moi, je connais des gens qui me disent, bah non, c'est pas l'heure. Mais qu'est-ce que je m'en fous, j'ai faim, je vais manger. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as complètement raison. On se défait un peu de cette étiquette sociale de on mange avec les poules comme les papy-mamies. Ouais, c'est vrai. Et je trouve ça d'ailleurs assez agréable. Moi, maintenant, j'avoue que je dîne à 17h30, 18h, tu vois, comme une petite mamie. Et je trouve que tu digères bien, tu dors bien. C'est vrai. C'est agréable. Mais c'est un peu difficile quand je rentre en France, que tu te refonds dans un groupe, en fait, et que t'es... Non, mais sérieux, les gars, on va manger à 21h, mais moi, je suis en PLS, j'en peux plus. Ah, je peux pas. Moi, je tiens pas jusque-là, déjà. Ouais. Et puis, à l'inverse, peut-être, un cliché sur les Français que tu confirmes à 100%. Je sais pas, tu vois, dans tes rencontres, en plus, tu mets en avant ta francitude, je sais pas si on peut dire ça. Est-ce qu'il y a des réflexions, des remarques qu'on t'a fait, genre, ah, t'es français, donc tu fais ça? Ou, je sais pas. Ouais, je dirais le côté critique, hein. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, j'ai une opinion sur tout. Ça, Lizzie, ma compagne, elle me le dit tout le temps. Elle me fait, ouais, t'as un avis sur tout, etc. Et c'est vrai que les Français, on est quand même assez critiques. Alors après, est-ce que c'est toujours négatif? Non, mais je pense qu'on est quand même pas mal dans le jugement, l'observation, la critique. C'est notre plus grande force et notre plus grosse faiblesse, quoi. Ouais, je pense que tu as complètement raison. C'est cool parce que du coup, comme ils disent aux États-Unis, on ne boit pas le Kool-Aid, on n'avale pas tout ce qu'on nous dit et on se pose des questions. Mais parfois, tu dis, bon, on peut être un peu positif et tout ira bien, quoi. Toi qui es là depuis 1 an, alors je sais pas encore où est-ce que tu te situes dans ton assimilation gastronomique. Est-ce que tu es plutôt barbecue américain ou plateau de fromage français? Ah, fromage. T'es resté sur le fromage, hein, avec la baguette. Ouais, en fait, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps où j'expliquais qu'en fait, tu peux bien manger aux États-Unis, il y a pas de problème. Tu peux manger 100% à la française, mais ça va te demander soit de la recherche, soit du temps, soit de l'argent parce que De l'argent on sait que aussi, quand même, si on est honnête. Ouais. Le vrai bon fromage, il coûte bien cher ici, quoi. Après, vrai bon fromage, ça dépend, mais encore une fois, je dis, tout est une question de choix aux États-Unis, c'est-à-dire que le panel de possibilités, il est beaucoup plus large. Personne va te prendre la main pour te dire, là, ce colorant, on va le bannir parce que c'est interdit. Les États-Unis, si tu veux, ils proposent quelque chose, si les gens consomment, c'est leur problème, quoi. Donc, ouais, quand même plus côté français, mais on a toujours l'option de bien manger aux États-Unis, c'est qu'une question de choix. Mais alors, du coup, ce que je comprends, c'est que tu manges quand même assez français. Est-ce qu'il y a je sais pas, des traditions, des repas, des plats, des desserts, j'en sais rien, américains qui te font quand même craquer? Moi, je trouve que les Américains, c'est les rois de la comfort food. On n'a pas vraiment ça, cette tradition de la comfort food, genre... On l'a, mais de manière différente. Après, tu vois, c'est marrant, ça rejoint un peu le point qu'on disait juste avant, qui est que t'as pas une structure aussi stricte autour de l'alimentation, parfois de manière négative, hein, des fois c'est un peu l'excès ici, quoi. Mais c'est aussi bien de se dire, ce soir,
vas-y, je me fais mon grilled cheese avec ma soupe à la tomate. Bah, tu vois, c'est leur comfort food. Et en France, on dirait, ouais, mais un sandwich au fromage avec une soupe à la tomate, c'est pas un repas. Ouais, mais en fait, si ça te fait plaisir, vas-y, enjoy, quoi. Et pour le coup, je le vois, mes parents, par exemple, qui sont venus me rendre visite pour la première fois, ils avaient jamais vraiment trop voyagé, donc première fois aux États-Unis et première fois sur un autre continent aussi. Ils ont bien aimé ce côté un peu plus tranquille, pas de prise de tête, tu manges ce que tu veux. Si toi, ça te convient, c'est tout ce qui compte, quoi. Un art subtil des Américains. T'es au début de ton aventure américaine. Alors, je sais pas, toi, comment tu te situes par rapport à ça, mais si je te dis small talk, est-ce que Ah c'est ouais, ouais, ouais. plaisir? Est-ce que c'est supplice? Est-ce que c'est entre les deux? Et si tu veux peut-être expliquer d'ailleurs ce que c'est le small talk. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, très difficile au début, en fait, et c'est quelque chose dont je parle régulièrement quand même. Mais le small talk, moi, tel que je le vis, c'est vraiment, encore une fois, tu vas entendre quelqu'un, mais tu ne l'écoutes pas. C'est la forme, même pas le fond, c'est la surface. C'est dire à quelqu'un, ah ok, toi tu fais quoi dans la vie? Mais dans le fond, tu vas l'écouter, mais sans vraiment engager avec son propos, quoi. Ou alors tu peux, il y a quand même certaines personnes qui vont... j'en ai rencontré très peu, mais il y a des Américains qui sont réellement intéressés par ce que tu proposes. Mais la grande majorité, ouais, c'est juste on discute. Et ça, je pense que la langue veut ça aussi. C'est un peu une réflexion que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Je me demandais en fait comment ça se fait que se faire ami, mais pas juste pote, vraiment ami profond, tu vois, avec un Américain, natif américain, comment ça se fait que c'est difficile? Et je pense qu'en fait, et je parle pas de barrière de la langue en tant que je comprends pas ce que tu veux dire parce que je maîtrise pas la langue, mais plus vraiment ce que la langue te permet d'exprimer, c'est totalement différent en français et en anglais, selon moi. Tout comme dire je t'aime, pour moi, n'aura jamais la même saveur en anglais qu'en français. Je peux dire I love you. Si je dis je t'aime à quelqu'un, pour moi, ça n'a pas, ouais, encore une fois, la même saveur. Même si ça transmet la même idée, c'est pas pareil. Et je pense qu'en fait, sauf si peut-être tu passes vraiment 20 ans aux États-Unis, exprimer le fond de ma pensée, qui je suis réellement, faire de l'humour en anglais, ne sera jamais pour moi à 100% identique à quand je parle français. Et c'est quelque chose, je me demande, tu vois, s'il y a des études là-dessus, à moins que tu sois né vraiment bilingue, mais en fait, ton cerveau, il est un peu segmenté en deux parties. La partie, bah, je suis le moi américain, qui en termes de caractère va être à 99% identique, mais ce 1% qui manque, c'est ce qu'on a en France, qui est cette réelle connexion qu'on a avec les gens et cette capacité à créer un lien très profond assez rapidement, quoi. Je suis un peu emballé, là, ça devient philosophique, mais... Non, mais t'as complètement raison. Et c'est rigolo ce que tu dis, tu vois, sur le je t'aime et I love you. Moi, ça fait 18 ans que je suis aux États-Unis et je dis exactement pareil que toi mes premières années. Et je pense que j'ai évolué parce que j'ai mon fils qui me dit I love you plus que je t'aime. Tu vois, il le dit plus en anglais. Et en fait, bah voilà, c'est un autre moment de la vie où en fait, tu te rends compte que bah, pour lui, ça veut dire quelque chose de super important et finalement ça commence à résonner de manière un peu différente. Ou comme je voulais pas qu'il m'appelle mommy, je voulais qu'il m'appelle maman. Et en fait, au final, il appelle son père papa parce que son père est américain, mais moi je dis papa quand je parle de son père et lui il dit mommy quand il parle de moi. Donc en fait, moi il m'appelle mommy et lui il appelle papa. Donc bref, voilà. Ok, ouais. Mais non, c'est intéressant. Je pense que ça évolue, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire par rapport en fait à nos racines, quoi. On a une part culturelle de qui on est. Et je suis complètement en phase avec toi. Je me trouve vachement plus rigolote, vachement plus marrante en français. Et c'était longtemps une grande frustration de pas être aussi drôle en anglais, quoi. c'est... Ouais, c'est vrai que c'est un peu... alors, surtout au début, tu as vraiment l'impression d'être bridé, quoi. Et on parlait de small talk également. Beaucoup de fois où, tu vois, je me retrouve dans un dîner avec de la famille, etc. Ici, donc, que la famille américaine. Et en fait, bon, déjà, de un, au début, il faut suivre parce qu'il y a une différence entre je parle très bien anglais, parce que moi, j'estime avoir toujours eu énormément de facilité avec l'anglais, mais en fait, il y a une différence entre parler la langue et comprendre les codes et pouvoir réagir. Et en fait, il y a eu énormément de fois où tu te retrouves à un dîner de famille, tout le monde discute, tu es dans un groupe, tu entends, mais tu ne sais pas quand rebondir, tu ne sais pas comment rebondir. Il y a ces 3-4 mots par-ci par-là que tu ne comprends pas, ils te bloquent et c'est vraiment difficile. Et en plus, tu sais que c'est du small talk.
Parce que, voilà, les conversations, bon, parfois ça devient assez deep quand t'es en famille, mais la plupart du temps, c'est des petits trucs rigolos, etc. Mais t'arrives pas à engager, et ça, c'est quelque chose de très frustrant. Et je dirais qu'il m'a fallu du temps. Et maintenant, on me le dit, tu vois, dans ma belle famille, ils me disent, bah en fait, c'est marrant, mais ça fait peut-être, tu vois, il nous a fallu 6 mois avant de vraiment comprendre et te découvrir vraiment. On se connaissait depuis très longtemps, mais il n'y a qu'en ayant passé énormément de temps ici que ils ont réussi à voir qui j'étais vraiment, en termes même d'humour, parce que je suis quelqu'un de un peu teuteux, tu vois, et j'aime bien Tu dis dire quoi, n'importe teuteux? Un blagueur? Ouais, un peu teubé, tu vois, genre j'aime bien, je me prends pas trop au sérieux, je blague, je fais tout le temps des moves de danse un peu débiles, mais c'est qui je suis, tu vois. Et après, je pense que c'est aussi, vu que c'est ma belle famille, bah, tu mets du temps avant de montrer qui tu es vraiment, quoi. Mais la Bien barrière sûr, de la langue, ouais, ouais, bien c'était sûr. un peu ça, quoi. Maintenant, je blague et je me dis, en fait, bah, justement, s'ils comprennent pas, c'est moi, quoi, c'est mon humour à la française, donc on y Puis va, c'est une quoi. opportunité finalement d'expliquer, Bien sûr. qui t'es, ce qui te fait rire et tout ça. Bravo, c'est gagné! Bien joué, les gars. Écoute, merci beaucoup de t'être prêté au jeu des Fire Questions. Nous allons revenir à ton histoire. Pierre, tu nous parlais justement donc de comment tu te réinventes professionnellement aussi. J'aimerais bien revenir un peu sur ce que tu fais avec Oui Oui Baguette, parce qu'en fait, on l'a mentionné vite fait, que tu partages un peu de ton quotidien. Mais finalement, comment est-ce que t'es passé de contenu entre guillemets chiadé, tu vois, je veux dire, tu faisais photos de mariage, photos de mode, etc., à l'idée de filmer ton quotidien et en fait à cette grande authenticité, tu vois. Est-ce que tu peux me raconter ton raisonnement? Je sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier qui t'a donné envie d'être très vrai finalement? Bah, super question, parce que c'est une question que je me suis moi-même posée, tu vois, Merci. quand j'ai commencé Oui Oui Baguette. En fait, on va dire que, alors si jamais il y en a qui sont curieux, si vous regardez en fait ce que je faisais avant, donc mon compte photo vidéo, c'était tout simplement mon prénom et mon nom, donc Pierre Blum. Et ouais, c'était très léché, très travaillé, toujours le souci du détail. Et bon, Très après, je postais mes instagrammable. projets pro. Ouais, ouais, ouais. Bon, au final, qu'est-ce qui est Instagrammable en 2025? On se le demande bien. Mais C'est vrai. c'était vraiment. C'est un peu c'est pas un regret, mais ça m'a fait un peu bizarre quand même, si tu veux, de réaliser que, bon, au bout d'un moment, tu as beau poster du travail qui est de qualité, qui toi te plaît, on te dit que c'est bien. Et encore une fois, sans fausse modestie, je sais que ça méritait, tu vois, de l'attention un petit peu, quoi. Et c'est un peu un regret que j'ai, quoi. Mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup appris. Et quand je me suis dit, bon, bah vas-y, je veux recréer du contenu, je me suis dit, on va faire une nouvelle page. Et je me suis interdit de toucher à mon appareil photo. Je me suis dit, tu fais tout au téléphone. Ah ouais. Et Pourquoi tu t'es juste interdit ça? partage. Parce que je me suis dit, je veux pas me poser de limites. Faut pas oublier que quand tu dois sortir ton appareil photo, faire tes réglages, même si tu as énormément l'habitude, tu es moins spontané, c'est plus intimidant, tu vas vérifier que le son soit bon, etc. Et en fait, c'est bien, mais mon but premier, c'était avoir une audience, quoi. Je voulais parler avec des gens. C'est-à-dire que qu'est-ce que je préfère? Est-ce que je préfère faire un contenu qui est ultra beau, propre, avec une idée qui me correspond, mais personne ne le voit? Ou alors faire Mhm. un contenu qui transmet la même idée, mais qui est fait de manière beaucoup plus spontanée, Ouais. brute. Et au moins, j'ai une audience en face de moi, quoi. Et je me dis, bon, bah, tu sais quoi, on va tenter ça Auquel on peut parce plus que j'ai jamais fait. s'identifier du coup. Oui, et puis je pense que ça met une barrière aussi, ça enlève une barrière. Les gens, on me disait souvent quand je faisais de la photo, c'était bon, bah, vu que c'est de la photo de mode et que c'est très léché, etc., on va te dire, ah ouais, mais en fait, même moi, je l'ai percuté, je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas de clients parce que qui s'identifie à ça, quoi. C'est trop, tu crées une barrière, en fait. Donc, c'est un petit peu triste. Je pense que tu as des gens qui y arrivent très, très bien. Mais moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, je me suis dit, tout au téléphone. Et surtout, je me suis dit, tu vas poster tous les jours pendant un mois, au minimum. Peu importe si tu as une idée ou pas, tu postes tous les jours. C'était un moyen aussi de dédramatiser. Et mon objectif, c'était plus faire des vues ou quoi que ce soit, ou toucher une audience. C'était créer du contenu tous les jours. Voilà, tous les jours, je poste quelque chose. Et puis, ça m'a forcé aussi à ouvrir les yeux sur ce qu'il y a autour de moi, quoi. Et ça, c'est un truc que je recommande à tout le monde, peu importe le domaine. Mais se fixer une régularité et une cadence assez élevée,
ça te permet de te forcer à ouais, ouvrir les yeux, trouver de nouvelles perspectives. Et moi, ça m'a énormément aidé. Au début, le premier jour, tu as deux, trois idées. Ah bah tiens, on va tester cet endroit. Je vous montre comment ça se passe ici quand tu dois refaire ton permis, machin. Mais au bout de 10 jours, tu te dis, punaise, de quoi je vais parler, quoi. Et bah, t'es obligé, encore une fois, ouais, d'ouvrir les yeux, d'interagir avec d'autres personnes, peut-être, de parler de quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé avant. Et il s'avère qu'en plus de ça, la régularité, c'est un peu la clé. Je pense que tu le sais très bien. Et Pour ouais, ça m'a l'algorithme, tu veux dire? fait. Ouais. Oui, pour l'algorithme. Après, pareil, le coup de l'algorithme, tu apprends beaucoup de choses. Hein. C'est pas forcément ce qu'on croit qui fonctionne. Mais ça m'a permis de développer une petite audience. Et derrière, une fois que tu as cette audience-là, bah, tu es heureux, tu parles pas dans le vide et donc tu continues. Et c'est devenu un plaisir. Alors que c'est quelque chose que je m'étais toujours interdit de faire. Je me disais, non, c'est pas beau, tu fais pas. Prends ton micro, prends ton appareil, règle bien ton objectif, machin. Et en fait, tout le plaisir partait. Alors que maintenant, je peux être spontané et ça me fait aussi énormément de bien. Et ça, c'est d'ailleurs la chose pour laquelle je suis le plus reconnaissant. C'est qu'au final, les gens vont te suivre parce qu'ils aiment ce que tu partages, mais ils aiment le fait que ce soit toi qu'ils partagent. Et ça, Ouais, le truc est c'est pas passé énorme. dans une machine qui a tout revu, vérifié le bon filtre, la bonne police, le machin, le truc. T'es authentique, quoi. C'est ça qui plaît. Ouais. Bah, ouais, j'espère en tout cas. Ouais. Bah, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Et alors, tu me disais que ça t'amène aussi des rencontres. Tu as rencontré un de tes meilleurs amis et tu as eu de belles opportunités. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous embarquer un petit peu dans ces Ouais, histoires? bien sûr. Comment est-ce que tu l'as rencontré, ce pote? Eh ben écoute, je crois que c'était au bout de peut-être 4-5 mois de Oui Oui Baguettage. Au bout de 4-5 mois, je postais. Et puis un jour, il y a un mec qui m'envoie un message et qui me dit ah, j'habite à Jax Beach aussi, etc. Alors que c'est quand même pas une Enfin, alors si, en termes de superficie, c'est une des plus grandes villes des États-Unis, c'est dans le top 5. Mais en termes Ah ouais? d'habitants, c'est pas non plus. Ouais, ouais, ouais. Alors le top 3, c'est en Alaska. Les villes d'Alaska sont les plus grandes. Et Ah ouais, Jacksonville ils ont est, beaucoup d'espace. ouais, Jacksonville est numéro 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. À vérifier. Mais ouais, c'est quand même pas non plus une. Alors, Jax Beach, qui est collé à Jacksonville, c'est quand même pas non plus gigantesque. Et donc, un Français qui m'envoie un message, et je réponds en mode ouais, ça serait cool, mais sans plus. Et en fait, un jour, on va se Presque à balader, il y avait un l'américaine, petit. quoi. Genre, oui, Ouais, buvons un verre, quoi. exactement. Ouais, je me suis dit, je voulais à l'américaine. Non, en vrai, je sais pas, je me disais oui, mais on verra, quoi. Et en fait, un jour, je vais à un festival de musique qui était juste à côté de chez nous. Et en allant là-bas à pied, parce que on est les seuls à marcher, je crois. Là, je vois un mec qui me dit ah, Pierre. Là, je dis oui, oui, oui. Il me dit bah, c'est moi, je t'ai envoyé un message. Il s'appelle Judicaël. Euh, et je lui dois énormément d'ailleurs, mais on va y venir. Un breton aussi, évidemment. Ah, Et vive la Bretagne. voilà. Et donc, on discute un petit peu. Il me dit oui, je te suis sur les réseaux, machin. Et on va boire un coup ensemble. Et en fait, bah, à la française, quoi, ça clique très très vite. Et ouais, vraiment, quelqu'un de formidable. Très honnêtement, je sais pas, peut-être qu'il écoutera ce podcast, mais d'ailleurs, je crois qu'il écoute. Mais ouais, quelqu'un qui m'a changé ma vision sur énormément de choses. C'est un Français, mais qui a énormément appris des États-Unis et surtout qui m'a permis de transformer un peu cette vision et ces compétences que j'ai qui sont très françaises. Donc, tu vois, une éthique de travail que parfois les Américains n'ont pas, hein, parce qu'il faut dire que, tu vois, exemple typique, les Français, on nous dit toujours, ouais, si t'as rien à faire, c'est pas normal, tu vois, alors que les Américains, tu le vois quand tu vas au magasin ou quoi, t'en as plein qui se tournent un peu les pouces. On a beaucoup plus de rigueur, etc. Et en fait, de prendre cette rigueur-là et tous ces points positifs qu'on a et les transférer à la culture américaine pour en tirer le meilleur. Et lui, voilà, fort d'une expérience de, je crois, quasiment 10 ans aux États-Unis, il avait un très bon poste, c'est quelqu'un avec énormément de savoir. Il m'a ouvert les yeux sur énormément de choses et bref, on est devenus très très bons potes, même pas potes d'ailleurs, amis. Et maintenant, il est de retour en France et j'ai hâte de le revoir. Mais ouais, une rencontre improbable, mais géniale, quoi. On a même fait des crêpes chez lui. Il avait de bilic avec sa farine de blé noir qu'il faisait importer du Ah Finistère. oui, un vrai de vrai. Un vrai de vrai, ouais. Ah, c'est génial. Et enfin, comment tu as vécu justement son départ? Parce que ça peut être aussi un peu un déchirement, on en parle, parfois dans le podcast, si tu veux. Je trouve que c'est vrai que
tu fais des rencontres et ça va beaucoup plus vite parce que peut-être que tu es loin justement de certains de tes repères. Tu as ces codes aussi français qui, bah, c'est ta culture, donc ça va beaucoup plus vite. On connecte plus en profondeur. Mais c'est un peu le double tranchant en fait de cette vie à l'étranger, c'est que bah, c'est des vies de voyage, quoi. Donc les gens viennent, les gens repartent. Comment t'as vécu ça? Bah écoute, c'est vrai que c'est quelque chose qui. Je lui ai dit, hein, avant, je crois, un mois avant qu'il parte, je lui ai dit, punaise, quand même, c'est chiant, quoi. Le seul gars que je trouve, on s'entend trop bien et tout, bah, il repart en France. Mais je pense qu'avec. En fait, quand tu pars vivre aux États-Unis, enfin, ou même à l'étranger en général, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans le podcast, je pense que c'est un peu. Tu vois, soigner le mal par le mal. Moi, je le vois, par exemple, en France, typiquement, j'avais un cercle social, mais vraiment gigantesque, quoi. Enfin, vraiment, tous les jours, je voyais des potes, je faisais de l'haltérophilie en club, en compétition, et on était tu vois, une dizaine, mais vraiment, mais c'est même pas des amis. Pour moi, c'est des gens que tu vois tous les jours pendant 2 heures, et énormément de potes, vraiment de partout, quoi. Et venir aux États-Unis. Alors, bizarrement, j'ai pas eu peur, tu vois, de partir. Parce que je pense aussi, au bout d'un moment, tu réalises que, au contraire, si tu as un bon cercle social, ça veut dire que tu t'autorises à faire rentrer des gens dans ta vie. Et ça veut pas dire que tu vas les laisser partir en mode on va plus jamais se voir. Mais ouais, tu prends ce qui vient et j'ai pas eu peur de ça. Je me suis dit, bon, bah, tant que j'ai quelque chose, j'en profite à 200%. Et si la personne s'en va ou déménage ou quoi que ce soit, ben soit. Donc on gardera un lien. Si on garde pas de lien, c'est que c'était pas meant to be. Et ça veut pas dire que c'est quelque chose de mal, mais tu apprends à lâcher prise un peu sur ça. Euh, et j'ai mon meilleur ami, par exemple, qui habite enfin, à Montréal. Et c'est le genre où, tu vois, on se dit, bon, bah, on sait très bien qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de s'envoyer un message tous les jours pour savoir qu'on compte l'un pour l'autre. Et ici, par exemple, aux États-Unis, j'ai un mode de vie qui est très solitaire, quoi. Enfin, je vis en couple, tu vois, mais à part ça, et on a le chien, qui d'ailleurs m'apporte beaucoup, mais à part ça, j'ai pas d'amis que je vois régulièrement, tu vois. J'ai des gens que je vais voir toutes les peut-être 3 semaines, un mois, des gens que je croise, tu discutes vite fait, mais c'est du small talk, comme on disait. Et t'apprends aussi à être bien avec toi-même. Et moi, je me dis juste, bah, tant que ça me convient, je continue. Et si un jour j'en ai marre, bah, j'essaierai de changer ça. Et tu lâches prise, quoi. Après, je cache pas que les réseaux, oui, baguette, ça m'apporte énormément là-dessus. Et on a tendance à dire que les réseaux, c'est une mauvaise chose. Mais de par le fait que je me livre un petit peu aux gens et je leur partage mes craintes, mes doutes, mes échecs, un peu tout, bah, j'arrive à créer des liens qui sont sincères avec des gens, même si c'est en ligne. Mais derrière, du coup, quand ils viennent dans le coin ou qu'on arrive à se rencontrer, eh ben, ça fait du bien. Je vois, là, à Orlando, j'y suis allé donc il y a 3 semaines et j'ai rencontré d'autres personnes des réseaux et on s'est trop bien entendu. Et je sais que ça va être peut-être qu'une fois tous les 2 mois, mais tu le savoures quand ça arrive et le reste du temps, bah, tu fais sans, quoi. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Les réseaux sociaux ont mauvaise pub sur plein de choses. De manière justifiée d'ailleurs. Mais moi aussi, en fait, hein, quand j'ai lancé French Expat en 2019, ça a été un peu une bouée de secours, en fait, parce que effectivement, tu tisses des liens avec des gens. Moi aussi, ces conversations même que j'ai dans le podcast, le mode de vie américain, alors j'aime pas faire des généralités, dire que tous les Américains sont pareils, mais le mode de vie de ce que j'ai vu, en tout cas, moi, au cours de ces années aux États-Unis, c'est vrai que les gens sont en couple et passent pas leur vie les uns avec les autres, avec les copains à côté. Au début, ça peut être, il y a des moments de la vie où ça peut être plus pesant que d'autres et ces connexions en fait avec des gens qui peuvent vivre des choses un peu similaires, c'est hyper précieux. Et d'ailleurs, tu vois, là, on enregistre, on est mi-août, l'épisode sortira en septembre, mais demain, on a un rassemblement d'auditeurs et d'auditrices du podcast qui viennent de Californie, de l'Ohio, de New York, du Massachusetts, dans le Colorado. Incroyable. Et c'est génial en fait de pouvoir passer ça au-delà de l'écran. En fait, je trouve ça C'est ouf. assez incroyable, quoi. En fait, Ouais, mais enfin, je suis à 200% d'accord et de toute façon, je pense qu'on a le même point de vue là-dessus. Et ouais, encore une fois, oui, c'est pas toujours positif les réseaux, mais il y a quand même du bon, quoi.
Alors, il y a un truc dont je voulais parler avec toi. Tu l'as un petit peu mentionné, mais j'aimerais bien creuser ça plus spécifiquement. On parle des États-Unis comme un peu une terre de tous les possibles, et tu nous le montres professionnellement aussi, comment tu te réinventes, comment tu testes des choses, comment finalement la culture locale fait que c'est tout à fait valorisé, et que les échecs en fait sont pas pointés du doigt genre ah 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 tu t'es planté. Est-ce que tu peux me parler justement toi de ta relation en fait à cette idée du, alors je sais pas si on peut parler de rêve américain, mais en tout cas cette terre de presque tous les possibles. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un peu le cliché à la base, hein, tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire l'American Dream, etc., l'entrepreneuriat, business, money et compagnie. Je pense que c'est vrai. Après, malheureusement, on peut en être victime aussi. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Mais c'est là où moi, j'estime qu'on a une chance qui est gigantesque, en fait, quand on est européen et surtout français et qu'on vient aux États-Unis. C'est que les Français, on a une mentalité très prudente, très... tu vois, avec l'argent, on n'est pas très dépensier, on dépense que ce qu'on a. Professionnellement, encore une fois, on a une éthique de travail qui est assez élevée. Et en fait, quand tu arrives aux États-Unis, tu découvres que c'est open bar. Tu veux lancer ton business, signe un papier, c'est bon, tu peux exercer. Tu veux bosser dans une boîte, ouais, pas besoin forcément de diplôme, dans la limite du possible, évidemment. Si tu veux être ingénieur, il va te falloir un diplôme, quoi. Mais dans beaucoup de domaines... ouais. Parce qu'un astronaute sans diplôme, je suis pas... Enfin, quoique Katy Perry a réussi, donc... Après, est-ce qu'elle est astronaute? Je ne sais pas. Mais en fait, tu découvres que tout est possible, tout est ouvert, ou du moins énormément de choses sont ouvertes. Pareil, les cartes de crédit, etc. Si tu veux acheter un appareil photo parce que tu veux te lancer dans la photo ou quoi, prends ta carte de crédit, achète-le, l'appareil photo. Mais si par exemple tu es américain ou que tu fais pas attention, tu vas vite en être victime de ce système-là et de ces opportunités parce que tu peux vite te brûler les ailes et avoir les yeux plus gros que le ventre. En tant que Français, moi je le vois, ma mère qui me disait toujours « Ah oui, tu dépenses que ce que tu as, fais attention, l'argent ça pousse pas sur les arbres, machin. » Donc en fait, petit à petit, t'ouvres un peu les yeux. Les cartes de crédit, ok, je peux l'utiliser pour ça. Ok, il y a peut-être moyen que je puisse me lancer dans mon business, tu vois, à mon compte, mais je vais le faire lentement. Et en fait, en France, c'est ce que j'avais essayé de faire, sauf que tu as beaucoup plus de barrières. Ne serait-ce que si tu veux faire une séance photo pour savoir si le métier te plaît et que tu veux te faire rémunérer en tant que complément de revenu, il te faut lancer ta micro-entreprise, etc. Ici, tant que tu dépasses pas un certain chiffre d'affaires, tu as le droit de faire une prestation, quoi. Tu le déclares à la fin de l'année dans tes impôts et basta. Par contre, si vraiment, oui, tu en fais énormément et que ça devient ton métier, bon, bah là, oui, il faut structurer ton activité. Mais ouais, moi, je trouve qu'en tant que Français, arrivé ici, tu peux vraiment tirer le meilleur de ce système. Et c'est un cadeau, quoi. Franchement, c'est une chance de fou, quoi. Et t'en avais conscience de tout ça quand t'es arrivé? Enfin, quand t'as décidé justement de partir aux États-Unis, ou c'est quelque chose que t'as découvert au cours de l'année passée? Je dirais que oui, tu as toujours des attentes, tu as toujours un... Tu vois, tu idéalises un petit peu, tu te dis, je me doute que ça va être la terre de tous les possibles, ça peut décoller très très vite, mais une fois que tu y es, il faut quand même faire le taf, quoi. Et certes, les opportunités sont très nombreuses, mais il faut quand même que tu postules, il faut quand même que tu ailles voir les gens, il y a du boulot, mais au moins, en fait, ce que je dis souvent, c'est que pour la même quantité de travail entre la France et les États-Unis, tu vas quand même pouvoir évoluer plus vite et aller plus loin aux États-Unis. Encore une fois, c'est pas une règle absolue. Je connais des gens qui ont énormément de succès en France, qui se débrouillent très très bien, mais aux États-Unis, tu vas pouvoir, tu vas moins te sentir freiné, quoi. Ouais. Bah, c'est trop cool. Alors justement, tu te lances dans un nouveau projet que tu as annoncé là, il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Tu m'en parlais il y a quelques jours aussi. Tu nous le disais, tu bosses pour une boîte dans la création de contenu et puis tu te lances aussi à ton compte. Et en parallèle, tu as décidé en fait d'embarquer ton audience, finalement ta communauté, les gens qui te suivent sur Oui Oui Baguette, dans un projet assez personnel justement. Est-ce que tu veux nous raconter la jeunesse de ce projet et puis ce que tu espères accomplir avec tout ça? Ouais, alors, c'est un petit... Tu vois, on a un peu toujours le syndrome de l'imposteur à se dire, bon, bah, est-ce que je suis légitime de... Est-ce que c'est intéressant que je partage juste mon histoire, quoi? Et en fait, je pars du postulat que la situation dans laquelle je suis en ce moment,
Je suis très heureux, je suis très épanoui, j'ai aucun regret. Si demain tout s'arrête, franchement, je peux mourir tranquille, je suis très heureux. Mais j'ai l'impression, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo où j'en parlais, d'être dans un pays où justement il y a énormément d'opportunités. J'en ai conscience et j'en profite, mais j'ai l'impression de passer à côté de beaucoup de choses. Je viens d'avoir 30 ans, donc, quoi, c'était le 28 mai. Et bon, l'âge, ça ne m'a jamais vraiment freiné ou fait peur ou quoi que ce soit, mais je me dis, bon, en fait, j'ai toujours entendu cette phrase qui est, donc c'est en anglais, mais en gros, c'est apprends dans ta vingtaine, construis dans ta trentaine et pérennise dans ta quarantaine. Après, tu vois, ça peut varier en fonction des vies de chacun, mais le truc, c'était, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression de perdre du temps dans ma vingtaine parce que j'ai tenté plein de choses. J'ai voyagé, j'ai tenté de faire de la photo, et rien n'a jamais vraiment abouti à quelque chose de concret, surtout financièrement. Et en fait, en arrivant aux États-Unis, j'ai réalisé, donc j'ai entendu cette phrase un jour et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ma vingtaine, ouais, j'avais pas de diplôme, Ouais, j'ai c'est rien ça, j'ai construit, même j'ai pas de backup financier, mais j'ai emmagasiné un savoir qui est gigantesque. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de, tu vois, produire des vidéos sur Willy Baguette au jour le jour, en 15 minutes, c'est fait, parce que j'ai cette rigueur de travail que j'ai eue qui ne m'a peut-être pas apporté de backup financier, mais qui m'a apporté beaucoup en termes de compétences. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, toutes ces années-là, c'était pas du temps perdu, au contraire. Et maintenant que j'arrive dans la trentaine, je suis aux États-Unis, je gagne confiance en moi parce que même le job que j'ai en ce moment dans cette agence marketing, voilà, il y a des gens qui ont le même job alors qu'ils ont le diplôme pour, etc. On m'a fait confiance, je me rends compte que j'y arrive, que je suis compétent. Bon, bah en fait, tout ce savoir-là, je veux l'utiliser pour construire quelque chose. Et en fait, ça correspond parfaitement à cette phrase. Donc là, je me vois quand même construire mon activité, mon avenir, et surtout, j'ai pas peur de le dire aux gens, et je pense que c'est important, parce que moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir. Mais tu vois, j'ai 30 ans, j'habite aux États-Unis, je suis épanoui, mais je n'ai rien construit financièrement. J'ai pas d'assets, comme on dit ici, tu vois, j'ai pas d'appartement que j'ai acheté, etc. Parce que j'ai pris des risques, évidemment. Mais c'est OK. Mais c'est OK, et je pense qu'il faut dédramatiser ça et surtout s'autoriser à se construire à n'importe quel âge. Après, évidemment, l'argent, c'est pas une finalité en soi. Maintenant, moi, je le vois plus comme un défi, de me dire, bon, bah, c'est quelque chose que je veux, pas juste pour me dire, bah, j'ai plein d'argent, mais de me dire, ouais, tu peux vivre de ce qui te fait vraiment vibrer, quoi, et en vivre convenablement. Donc, je me suis dit, bon, bah, le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire avec les gens pour montrer à tout le monde que, en fait, c'est ce que je disais, c'était facile de partager son succès une fois qu'on l'a obtenu. Je dirais, regardez, j'ai construit ça. Mais pour moi, c'est encore plus passionnant de suivre quelqu'un qui essaye justement de construire son succès entre grosses guillemets. Après, à chacun sa définition du succès, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et qui est le meilleur endroit que les États-Unis, quoi. Exactement, et on te souhaite du coup beaucoup de succès avec tout ça pour boucler la boucle. En quoi ton expérience, elle confirme ou elle nuance justement l'idée du rêve américain? Parce qu'on a tous des définitions un peu personnelles justement par rapport à ça. J'avais pas vraiment. Pour moi, le rêve américain, c'était quelque chose. Enfin, c'était quelqu'un qui partait aux États-Unis pour devenir acteur, tu vois. C'est vraiment le cliché ou le gros entrepreneur, etc. Si je dois en parler de mon point de vue à moi, c'est une question de confiance, tu vois. De confiance en moi. Quand tu réalises en fait que si on te met moins de barrières, parce qu'après il y a quand même des barrières aussi aux États-Unis, hein, il y a beaucoup de concurrence, administrative, tout ça, il faut quand même se débrouiller. Mais quand on te met moins de barrières et qu'on t'autorise à te déployer, entre grosses guillemets, et que tu vois des résultats et que les gens te font confiance et que tu peux obtenir un poste auquel tu pensais ne pas pouvoir accéder, etc., tu gagnes en confiance en toi. Et je pense que d'ailleurs, la confiance en soi, c'est quelque chose qui est très important chez les Américains. Je pense que toi qui as des enfants, tu dois le voir, hein, à l'école. Les enfants, certes, on leur apprend des choses, on leur dit, bon, ben voilà, il faut avoir des bonnes notes, etc. Mais il y a aussi un côté où on t'apprend que tu as de la valeur et on valorise ton travail et ta personne. Et ça fait quand même beaucoup de bien. Et tu te dis au bout d'un moment, ok, pourquoi pas moi? Et, euh, et je me lance, quoi. Mais je pense que ce côté confiance en soi, il est très important, quoi. C'est clair. Bah, c'est super intéressant. Si tu devais résumer
en une phrase ton parcours ici, ou en tout cas ta relation avec les États-Unis, puisque ça fait 1 an et 3 mois, tu disais que tu es installé ici, mais les États-Unis font partie de ton quotidien par ta compagne aussi, en fait, depuis bien plus longtemps. Si tu devais résumer en une phrase, je sais pas si c'est ton parcours ou peut-être ta relation avec ce pays, comment est-ce que tu résumerais ça? Je dirais. C'est difficile comme question. Euh, Sorry. En fait, je m'attendais à rien. Vraiment, hein, comme encore une fois, j'ai jamais eu la passion des États-Unis, le rêve américain, tout ça. Je ne m'attendais à rien des États-Unis, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'apprécier justement la vie américaine du mieux possible, quoi. Parce que je découvre les choses au quotidien, petit à petit, et ouais, j'avais un regard vraiment neutre. Tu sais, tu es un peu comme une page blanche, et petit à petit, tu t'imprègnes de ce que tu découvres, quoi, au quotidien. Donc, pas d'attente, parce que je pense aussi, c'est un truc, hein, quand tu as trop d'attentes, bah, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Et d'y aller avec un regard neuf en se disant, je prends ce qui me va et le reste, je laisse, bah, aucune déception. Et ne pas tout comparer. Ouais, ne pas tout comparer. Mais tu vois, ça aussi, c'est marrant parce que je pense, là, petit à petit, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai envie de faire un shift pour partir du côté, tu vois, sur les réseaux. Les Américains, ils mangent vraiment des burgers énormes. et en fait, c'est rigolo un moment, mais au bout d'un moment, c'est redondant. Et je pense qu'il y a plus à offrir que ça. Donc c'est pour ça, je me dis là, bonne occasion de montrer comment justement au quotidien et dans un cas concret, tu utilises les États-Unis et cette mentalité américaine pour te construire toi en tant qu'individu et qu'est-ce que ça t'apporte, que ça change, etc., quoi. C'est super intéressant. S'il y avait un petit conseil, écoute, c'est une question traditionnelle pour terminer mes conversations avec celles et ceux qui passent à mon micro. S'il y avait un petit conseil que tu pouvais te donner à toi, ça ne veut pas dire que tu réécris l'histoire, ça ne veut pas dire que tu changes ta destinée, mais si tu pouvais, tu vois, revenir un petit peu en arrière et te susurrer un petit truc au creux de l'oreille, tu te dirais quoi? Ne mange pas cette glace au chocolat. Prends le double au lieu du le double au lieu du triple cheeseburger. Très honnêtement, je dirais ne te blâme pas. Ouais, je pense qu'on a tendance, surtout quand on est jeune, hein, à se dire punaise, pourquoi j'ai fait ça, je perds du temps, je fais des erreurs, etc. Alors qu'en fait, encore une fois, c'est une phase d'apprentissage qui est nécessaire. Et en fait, ça t'apporte rien de dire t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, pourquoi tu fais ça, machin. Mais juste de dire ok, c'est fait, apprends, avance. Et une expérience, c'est jamais inutile, quoi. Donc ne pas freak out. T'es quand même ne devenu pas vachement américain. Hein. Ouais, je pense, hein, très honnêtement. Après, j'ai toujours eu. Mais c'est marrant que j'ai pas eu cet attrait pour les États-Unis plus tôt parce que cette mentalité du rien n'est un échec, tout est un apprentissage, je l'ai toujours eu. Mais en fait, il y a une différence entre savoir quelque chose et le mettre en pratique dans sa vie. Et en fait, d'être aux États-Unis, forcément, tu le mets en pratique. Eh ben, écoute, bravo. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Pierre? Eh ben, écoute, d'être heureux et épanoui, hein, je pense que tout se résume à ça au final, hein, de se dire chaque soir quand je vais au lit, de me dire je suis content de ma journée, je suis heureux. C'est ce qui compte le plus. Et puis sinon, ouais, c'est tout. Franchement, c'est très, très basique. Mais ouais, je pense que c'est l'essentiel au final, quoi. C'est l'essentiel, je suis d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup Pierre d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je mettrai le lien de Oui Oui Baguette dont on a parlé à plusieurs reprises dans l'épisode, dans la description de cet épisode, si vous voulez le retrouver. Merci beaucoup et puis du coup, plein de bonheur pour la suite. Avec grand plaisir, à très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Pierre d'avoir accepté mon invitation et de m'avoir raconté son parcours. J'espère que ça vous a plu.
à vous qui nous avez écoutés. En tout cas, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cet épisode dans votre groupe WhatsApp, à la machine à café, sur le Slack de votre entreprise ou encore sur les réseaux sociaux. Chacun de vos partages compte énormément, alors merci par avance. Et puis si vous avez encore 15 secondes à nous accorder, direction Spotify ou encore Apple Podcast pour nous laisser un petit mot, ça compte tout autant. La semaine prochaine, nous prenons la direction de la côte ouest américaine, en Californie, en direction d'un certain Bruno. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Donc à l'époque, on était toujours très jeunes. J'avais 26 ans et un ami entrepreneur revenait de Miami, aux États-Unis. Il me dit « Waouh, là-bas, tout est possible, c'est incroyable. L'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est sans limite, c'est tellement plus simple. » Il me vend un peu du rêve. Et je me dis, tiens, moi j'aimerais bien aller voir Miami. On se dit, on va y aller pour l'été. Donc, 2009, on va à Miami Beach pour la première fois. Même si à l'époque, on était en pleine crise financière des subprimes, donc juste après 2008. Donc l'ambiance était un peu morose pour les locaux sur place. Mais pour les touristes, c'était l'inverse, puisqu'on avait un euro qui était très fort par rapport au dollar. Tout paraissait extrêmement bon marché. Il y avait une énergie qui était dingue. Et après, très souvent, comme la plupart des gens qui arrivaient à Miami la première fois, on est vraiment tombé amoureux pendant ces vacances. Et du coup, on s'est dit, en fait, il faut qu'on déménage là. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, une très belle fin de journée. Et puis, je vous retrouve donc mardi prochain pour découvrir ensemble cette nouvelle histoire. À très vite.